Sébastien Lecornu vient de s'exprimer pour présenter ce qu'il entend être des concessions pour essayer de faire en sorte que une partie de l'opposition ne le censure pas lorsqu'il va soit passer par 49.3, soit par ordonnance. Première chose que je voulais dire en réaction, c'est que M. Lecornu a parlé de certaines oppositions, dont France Insoumise, en parlant de cynisme. J'allais dire que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Pourquoi ? Parce que cette méthode très trumpiste de diaboliser l'opposition qui continue à jouer son rôle d'opposant en s'opposant à un budget catastrophique, très franchement, ce n'est pas de nature à enrichir le débat démocratique. On nous a traités de saboteurs, de traîtres. Là, aujourd'hui, c'est le blocage. Tout ça ne correspond pas à la réalité, ne serait-ce que parce qu'il présente un théâtre qui n'est pas celui de l'Assemblée. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule opposition dans le débat budgétaire en cours. Dans les couloirs, c'est autre chose, mais il n'y a pas une seule opposition, par exemple, qui a voté en faveur du gouvernement dans le débat budgétaire. Donc il fustige, on a bien compris pourquoi, deux groupes d'opposition, mais ça ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Deuxièmement, parce que le blocage, il vient davantage du gouvernement. D'abord parce que c'est un gouvernement minoritaire qui essaye d'imposer un texte minoritaire, mais en plus dans les débats, figurez-vous, par exemple, sur les 3500 amendements qui avaient été proposés, plus de la moitié venait du socle commun. Et les deux groupes fustigés, France Insoumise, Rassemblement National, à eux deux, c'est même pas un tiers des amendements. Et enfin, hier, qui a arrêté les débats alors que nous débattions ? C'est évidemment le gouvernement qui a choisi quasiment de supprimer pendant un temps l'Assemblée alors qu'on était en train de parler et de débattre du débat budgétaire. Ce qui montre bien qu'un gouvernement qui nous dit « je vais faire avec l'Assemblée, je ne ferai pas en dehors de l'Assemblée », quand ça ne l'arrange plus, quand ça ne marche plus, eh bien, il s'arroge des droits absolument antidémocratiques. Bon, et pour terminer, ce que j'observe dans les votes, puisqu'il parle du Rassemblement national, de France Insoumise, faisant des propositions, dit-il, qui bouleversent le budget, j'observe que là, dans la lecture qui était en cours, le Rassemblement national a voté très souvent, ou plutôt l'inverse, avec le socle commun. Le socle commun s'est appuyé sur le Rassemblement national pour éviter des taxations des impôts des plus riches ou pour faire en sorte de faire davantage de coupes budgétaires. Bon, ça, c'est le premier point sur la forme qui est assez insupportable. Sur le fond, là, c'est le roi de l'entourloupe, disons-le très clairement. Pourquoi ? Parce que, en gros, il mélange différentes choses pour laisser penser qu'il y a des concessions. Il mélange des choses qui étaient déjà dans le budget. Il mélange des choses qui lui sont imposées parce que ça a été voté par le Sénat ou l'Assemblée et donc il n'a plus d'autre choix que de l'appliquer. Et puis quelques nouveautés dont on va voir qu'il ne compense pas par ailleurs les coûts budgétaires. Alors ce qui était déjà dans le budget, il nous dit je vais augmenter le budget de l'armée, de la sécurité, de la justice. C'était dans le budget initial. Il nous dit il n'est pas question de revenir sur ma prime rénov', mais ce n'était pas dans le budget initial de revenir sur ma prime rénov'. Revenir sur ma prime rénov', c'était, vous le savez malheureusement, le fait que la loi spéciale ne prévoit pas le fait de payer ma prime rénov', qui était aussi un choix gouvernemental. Bien. Donc ça, c'est tout un ensemble de mesures. Ensuite, il y a, j'allais dire, certaines choses qui lui sont imposées. Donc je vous le dis, par exemple, il présente comme une concession la revalorisation, ou en tout cas la non-baisse des APL plutôt, qui était prévue dans le budget initial, des AH, c'est-à-dire pour les personnes en situation de handicap, l'abattement de 10% sur les retraités, tout ça lui a été imposé, il n'avait même plus le choix, c'était plus à ce stade dans le texte, par exemple, issu du Sénat. De même, les 400 millions d'euros en faveur des bailleurs sociaux, c'est dans le texte du Sénat, qui est arrivé du Sénat et que nous avions confirmé dans ma commission, que cela a été imposé au gouvernement. Idem, il parle des fonds verts. Il dit nous allons augmenter les fonds verts. Non, ce qu'il va faire, c'est revenir sur les baisses des fonds verts. Une partie des baisses. 55% de baisse du fonds vert l'an dernier. Ce qui était prévu dans le texte initial, c'est qu'on montait à 75%. Donc il va revenir, mais il ne va pas revenir sur les 55% de baisse sur ce fonds absolument indispensable pour les mesures environnementales. De même, par exemple, les budgets de l'outre-mer. Il nous dit je vais augmenter. On sait que c'est uniquement des budgets qui vont augmenter par rapport à la situation de crise à Mayotte et Nouvelle-Calédonie et que le reste du budget outre-mer va baisser. Bien, alors enfin, il y a ce qui nous annonce comme des nouveautés, la prime d'activité à 50 €. Fort bien. Mais est-ce que ça va inverser la situation des gens qui travaillent ? J'en doute, parce que dans le même temps, le ministère du Travail voit ses budgets amputés considérablement. Est-ce que ça va revenir sur la situation qui voit une explosion des pauvres dans ce pays, même des travailleurs pauvres ? J'en doute, parce que dans le même temps,
Tous les ministères qui travaillent sur les questions de solidarité ont leur budget qui baisse. Le gouvernement, il l'a confirmé aujourd'hui. C'est-à-dire la plupart des budgets voient des coupes budgétaires absolument dramatiques s'imposer. Et donc là-dessus, il n'y a pas de nouveauté. Et enfin, le repas à 1 euro pour les étudiants, c'est 100 millions d'euros. Mais dans le même temps, la vie étudiante, c'est-à-dire le budget qui concerne les étudiants, baisse de 200 millions d'euros en 2 ans. Donc 2 fois plus. Donc là-dessus aussi, c'est une concession, mais qui ne contrebalance pas les déficits. Voilà, donc ça, c'est un espèce de mélange des genres. Et puis enfin, dernier point, manifestement, il ne parle plus du tout de taxation sur les revenus, de recettes, taxation sur les grandes entreprises. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que du budget initial, qui n'allait déjà pas très loin là-dessus, les débats budgétaires ont supprimé la taxe sur les holdings, quasiment, ont supprimé toute amélioration de l'impôt sur les fortunes immobilières, ont, pour l'instant en tout cas, supprimé l'impôt sur les grandes entreprises IS. On s'attendait à ce qu'ils disent qu'au moins il allait revenir là-dessus. Il ne l'a pas dit ce soir. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est entériné, qu'il n'y aura aucune augmentation? Et moi, cet après-midi, j'étais à Bercy pour voir que l'argent qui va dans les poches des ultra-riches, sur lesquels ils sont imposés pas du tout, ou au moins très peu par rapport à la moyenne des Français, cet argent-là nous manque cruellement. Et là, manifestement, il ne compte évidemment pas y toucher, ce qui est la marque du macronisme. Bon, pour terminer, vous aurez compris que je ne sais pas si c'est entourloupe, je ne sais pas si ces quelques miettes qui sont mises sur la table, dont beaucoup sont des faux semblants, le groupe socialiste va s'en contenter. J'allais dire que dans ces cas-là, il va se contenter d'encore moins de choses que lui avait proposé François Bayrou en février 2025 pour ne pas être censuré. Mais nous, en tout cas, que ce soit par 49.3 ou par ordonnance, les ordonnances débouchant inévitablement, parce que ce sera le texte initial, me semble-t-il, sur une censure du gouvernement, mais dans les deux cas, évidemment, on ne laissera pas faire et on censurera ce gouvernement parce que ce budget est mauvais pour le pays.